invités avec nous chaque soir pour décrypter les mouvements de la planète marché. Andrew Etherington est avec nous, le responsable de la gestion diversifiée d'AXA IM. Bonsoir Andrew. Merci d'être là. Damien Charlet est avec nous également, le directeur de la gestion sous mandat de Mandarine Gestion. Bonsoir Damien. Bonsoir Grégoire. Et Olivier de Béranger nous accompagne, le directeur général de la financière de l'Échiquier. Bonsoir Olivier. Bonsoir Grégoire. Merci d'être là messieurs, ravi de vous retrouver. Un mot de la situation politique française et surtout de son impact sur les marchés, sur la psychologie aussi peut-être des investisseurs. Pas la première fois qu'on traverse des turbulences politiques. Là, en l'occurrence, c'est la France qui est concernée. Olivier, on sait que ces questions politiques peuvent amener beaucoup de bruit. Parfois pendant plusieurs jours, plusieurs semaines, plusieurs mois. On sait aussi que derrière le bruit, il y a souvent des forces de rappel, des fondamentaux qui peuvent à un moment s'exprimer. Où est-ce qu'on en est dans cette séquence pour vous en tant qu'investisseur et gestionnaire d'actifs ? Déjà, on a une quasi-certitude, c'est que le gouvernement Barnier devrait plus être là, en tout cas devrait subir une motion de censure dès mercredi soir ou jeudi matin dans la nuit. Et évidemment, l'incertitude, elle est ensuite. Qu'est-ce qu'on fait après ? Il y a plusieurs solutions. Évidemment, c'est prendre un gouvernement technique. Bon, je ne vois pas pourquoi un gouvernement technique tiendrait plus qu'un gouvernement politique, mais pourquoi pas. Choisir un ministre plus à gauche ou un Premier ministre plus à droite, ça peut être une solution, mais là encore, quand vous faites les maths, ça passe pas non plus. Vous savez aussi que, de toute façon, le gouvernement est aux affaires tant qu'un nouveau Premier ministre n'a pas été choisi et n'a pas choisi son équipe. Donc tout ça pourrait durer assez longtemps, plusieurs semaines, voire plusieurs mois, sachant qu'il peut y avoir en plus la décision du président de la République de démissionner. Moi, je trouve que le marché est plutôt complaisant par rapport à ces incertitudes qui, à mon avis, vont nous mener largement au milieu, voire à la fin du premier trimestre 2025 sur la France. Et que donc, on a quand même une situation politique qui va rentrer en collision avec l'incertitude politique en Allemagne, qui, là aussi, ne va pas vraiment nous aider sur la zone euro. Donc je pense que la politique, on avait dit que les élections c'était le thème de l'année 2024. Je crois que 2025 ce sera encore et toujours la politique, et particulièrement aux États-Unis avec le nouveau président, en France avec l'incertitude sur le gouvernement, et en Allemagne avec le résultat des élections. Et la situation ou la séquence politique que vous imaginez là pour l'Europe, avec ce vacuum en France, en Allemagne également, au moins jusqu'au 23 février, date des élections fédérales. Qu'est-ce que ça a comme conséquence pour l'économie et donc pour les marchés ? La conséquence, on la connaît malheureusement. Je rappelle souvent ces chiffres terribles. En 2008, le PIB de la zone euro, c'était 15 300 milliards de dollars. Le PIB des États-Unis en 2008, en dollars courants, c'était 14 800 milliards de dollars. Donc en gros, une avance de la zone euro. Cette année, telle que c'est parti, notamment avec la hausse du dollar contre l'euro, le PIB de la zone euro en dollars courants va être le même qu'en 2008. Le même, Grégoire. Pas 5% plus haut, pas 10% plus haut. Et avec la croissance nominale qu'on a aux États-Unis, avec une croissance finalement assez résiliente et une inflation qui est autour de 2,5-3, le PIB des États-Unis, ce sera 30 000 milliards de dollars. D'accord. On aura doublé aux États-Unis, pendant qu'au même moment, on aura fait zéro sur la zone euro en plus de 15 ans. Donc, l'avenir économique du continent, il est forcément un peu abîmé quand on regarde dans le rétroviseur, et il n'est pas tellement mieux quand on regarde dans le pare-brise. Damien, comment vous regardez cette situation alors spécifique à la France aujourd'hui ? Moi, je note déjà, il n'y a pas de contagion au-delà des actifs français. Je regarde les taux, les pays périphériques, dits périphériques, se portent toujours très bien. Pauline le signalait, les taux d'emprunt à 10 ans pour l'Espagne, pour la Grèce, sont au plus bas de l'année. Le DAX, contre toute attente, bat des records tous les jours, quasiment, à plus de 20 000 points, quand le CAC, lui, a quand même bien décroché depuis le 9 juin. C'est rassurant de se dire que le marché est capable de compartimenter quand même le sujet français et de ne pas rejouer une séquence un peu domino qu'on avait connue. Alors, au moment de la crise souveraine, c'était peut-être une séquence différente, mais on voyait bien cette logique de domino tout de suite se mettre en place. Ça n'est pas le cas du tout, jusqu'à présent en tout cas. Ouais.
à de nombreuses reprises par le passé, les marchés nous ont montré quand même qu'ils accordaient une importance toute relative aux événements politiques. Parce qu'in fine, on le répète quand même assez souvent aussi, c'est que ce qui fait les marchés, c'est les résultats des entreprises. Alors évidemment, vu la situation politique en France, on peut imaginer que les prévisions de croissance qui sont aujourd'hui à plus de 1% pour 2025, elles paraissent un petit peu optimistes. Donc après, c'est difficile de dire si on sera plutôt à 0,8, à 0,7 ou à 0,6. Mais en tout cas, pour l'instant, même dans un scénario quand même relativement négatif, on n'est pas dans un scénario de récession. Donc on reste dans un scénario où il y a un petit peu de croissance en France, où il y a peut-être un petit retour de croissance en Allemagne et où les pays du Sud se comportent un peu mieux. Alors évidemment, l'Espagne se comporte toujours très bien, comme vous l'avez mentionné. On est à 3% de croissance. L'année prochaine, on sera à plus de 2%. Et l'Italie devrait faire peut-être 0,9 ou 1% l'année prochaine. Donc on a quand même un contexte économique qui aujourd'hui n'est pas un contexte inquiétant. Maintenant, effectivement, le contexte politique, d'un point de vue psychologique, il n'est pas terrible. Au niveau boursier ou au marché financier, qu'est-ce qu'on voit spécifiquement pour la France ? Alors c'est vrai qu'au niveau européen, les taux d'intérêt sont en baisse, mais en même temps, on est quand même sur un scénario où les banques centrales sont en train de baisser les taux. Donc évidemment, ça soutient un peu aussi le mouvement baissier sur les taux d'intérêt, même si des stress apparaissent par-ci par-là d'un point de vue politique. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, voir que les spreads entre la France et l'Allemagne s'accroissent à peine sur le phénomène sur le politique français, ça, je dois dire que c'est quand même un petit peu étonnant. Bon, ils ont doublé, quoi, mais depuis 2 semaines. Doublé, c'est ça. Mais là, face à une censure qui serait inédite dans la 5e République, il n'y a pas plus de stress qu'il y en avait il y a une semaine, quoi. Ben, ça c'est un petit peu étonnant, parce que la censure, quand même, finalement, elle va quand même empêcher un certain nombre de réformes, parce que quel que soit le gouvernement qui va arriver, que ce soit un gouvernement technique ou un autre, toutes les réformes qui étaient envisagées jusqu'à présent, on peut les mettre à la poubelle. Donc le déficit public, si on ne fait rien, a priori, les économistes pensent que ça fera baisser quand même un petit peu le déficit public. Enfin, on sera peut-être à 5,5, enfin, autour de 5,5, donc ça sera une baisse toute relative. Donc, d'un point de vue déficit public et taux d'intérêt, normalement, ce qui se passe cette semaine devrait être relativement négatif. Et ce qu'on voit, c'est que le spread ne s'écarte pas vraiment. Donc ça, moi, je trouve ça assez étonnant. Après, au niveau marché-action, il y a deux choses. D'abord, le CAC 40, ça fait déjà depuis le mois de juin, qui subit un peu les conséquences des perturbations politiques. Donc on est déjà à moins 4 quand le marché européen est à plus 7. Donc on est déjà dans une sous-performance historique si on remonte 30 ou 40 ans en arrière. Donc on est déjà pas mal pénalisé. Et puis, on regarde là que l'indice des grandes capitalisations boursières. Exactement. Après, les mid-cap, etc., je veux dire, ça se comporte un peu de manière similaire un peu partout, sauf aux États-Unis où c'est un peu remonté récemment, mais c'est difficile. Et je reviens sur ce que vous avez mentionné sur l'Allemagne, et pour revenir aussi sur le fait que c'est les entreprises qui font un marché, c'est qu'on va rappeler que l'Allemagne, qui, on l'oublie, mais fait 20%, enfin le DAX fait plus 20% cette année, a fait plus 20% l'année dernière. Donc on est sur 2 années à plus de 40% sur l'Allemagne. Dans le même temps, la France fait 12% sur 2 ans et négatif cette année. Et pourtant, la croissance économique et le PIB est bien meilleur en France qu'en Allemagne. Sur 2 ans, on a presque 3% enfin, sur 3 ans, on va avoir 3% d'écart. Et au jeu de la comparaison, on n'arrête pas, ou en tout cas, on aime là facilement regarder du côté de l'Allemagne pour voir également qu'il y a une crise structurelle, sans doute. Absolument, et il y a une crise politique. Et comment on explique le fait que le DAX soit à plus de 20 000 points aujourd'hui, alors parce que c'est les constituants, parce que dans le DAX, vous avez du SAP. Il faut regarder valeur par valeur, ce qui constitue le DAX. Oui, absolument. Et on en parlera sans doute après, mais ce qui ne veut pas forcément dire qu'aujourd'hui, malgré le stress psychologique qu'on peut avoir sur la France, ça veut dire qu'il ne faut pas acheter du CAC 40, ou en tout cas un certain nombre de valeurs françaises. C'est pour maintenant ou pour 2025, ça ? Je pense qu'il faut y aller maintenant, là. Le stress est au maximum. D'accord. Bon, on va y revenir alors. Andrew, je fais passer la parole. Il y a le cas français, effectivement. Est-ce que vous avez le sentiment que le marché traite encore un peu trop bien la France aujourd'hui, que ce soit du point de vue de sa dette ou du point de vue des actions et des valeurs boursières ? Je crois pour les obligations, le mal a été déjà fait. Je ne crois pas qu'on est dans une situation qui nous a surpris cette semaine. Ça fait depuis le mois de juin qu'on attend. Donc le mouvement de l'écart de rendement de la France par rapport à l'Allemagne a été déjà fait. Et ça a été un mouvement qui était retardé par un comportement d'un marché OAT très fort depuis très longtemps. Donc il y a une profondeur dans le marché qui est exceptionnelle. Donc
S&P, je crois qu'ils ont juste la semaine dernière, ils n'ont pas baissé la notation. Ça peut revenir après encore quelques mois de stress. Mais en termes d'investisseurs, je ne suis pas très inquiet sur l'OAT pour l'instant. Et en termes de contribuables, c'est peut-être une autre chose si on reste à ces niveaux ou que ça se dégrade l'année prochaine si on n'a pas une solution à cette situation politique. Pour les actions, je crois que vous avez tout dit, c'est une question sectorielle. On n'est pas soutenu sur la partie luxe actuellement avec la manque de reprise ou de clarté sur des solutions pour la Chine. Et puis après, les banques, ils n'ont pas la même performance qu'on pourrait attendre si on avait une courbe des taux plus pentue. Peut-être ça va venir, parce que le BCE, bon, il se frite un petit peu au conseil. Oui, là. oui. Mais, mais je trouve que la conversation est publique et les réponses sont... Il y a un dialogue. Il y a un peu tendu, mais il y a un dialogue. Peu tendu, et c'est tous les jours. Et Oui. Les réponses sont très vite dans l'heure. Donc certainement pour les actions, c'est vrai pour l'Europe, mais c'est pire pour la France actuellement. C'est que le sentiment à l'international, c'est que qu'est-ce qui se passe là-bas? Qui va mettre un peu d'argent? Mais le niveau d'écart aujourd'hui et le pessimisme qui règne est très intéressant. Donc nous avons passé toute l'année sous-pondéré sur l'Europe dans son ensemble. Là, on a redressé la barre et on est revenu à un peu plus à neutralité pour préparer. Il va avoir... Où est-ce qu'on pêche par excès de pessimisme là sur l'Europe, et y compris chez les investisseurs peut-être, Andrew, parce que c'est vrai que la concurrence est rude. Face à ça, on a une domination sans partage des actions américaines. Et c'est vrai que la facilité amène, j'imagine, beaucoup d'investisseurs à se dire je veux bien m'embêter avec l'Europe et la France, mais j'ai un Eldorado de croissance, d'innovation, de technologie sur le marché américain. Pourquoi est-ce que je m'en priverais, quoi? Bon, on ne pêche pas trop par le pessimisme. La situation n'est pas superbe, mais l'asymétrie de ce qui pourrait se passer sur un horizon investissable, si ça dure 12 mois, commence à être intéressant. Qui aurait cru qu'on aurait aujourd'hui parler aussi ouvertement d'une solution potentielle en Ukraine. Ça va apporter énormément de choses pour l'Europe, à la fois l'énergie. Donc ça c'est Trump, ça c'est Trump qui promet Day One de trouver mettre fin au conflit entre la Russie et l'Ukraine. Donc ça c'est le premier bénéfice que l'Europe va retirer de la présidence Trump. C'est ça, Andrew? Une baisse du prix de l'énergie. L'Allemagne en profitera en premier. Mais je crois qu'aussi c'est pour les ménages. Les ménages en Europe, ils ont beaucoup de cash, mais ils n'ont pas de confiance pour la lâcher. On avait vu Q2, Q3 que ça commençait à revenir. Les derniers chiffres n'étaient pas terribles, mais il y a un stock de valeur, surtout dans les ménages, qui est extraordinaire aujourd'hui. Dans des structures sociétales où nous avons des filets de sécurité les plus massifs au monde. Donc, moi, je mettrais quelque chose là-dessus pour l'année prochaine. Peut-être pas pour les voitures, parce qu'on est un peu fini. On verra. Mais, on verra autre chose. Il y a un peu de fine-tuning à faire quand même quand on investit en Europe. Vous dites tout n'est peut-être pas investissable malgré tout, mais il y a... Et surtout sur les questions de pouvoir d'achat qui est actuel pour nous comme pour d'autres. La problématique, c'est que les prix d'agriculture sont énormes. Ils n'ont jamais baissé. Et donc... l'Ukraine, un tiers de production du blé mondial, ça va avoir un effet assez important, au moins en confiance, je crois. Donc fin du conflit, ça sera un moment important pour les marchés, pour les investisseurs, dans la perception qu'ils ont de l'Europe aujourd'hui. Par contre, si on n'aura pas de ça, il faut trouver un autre... faudra trouver d'autres choses à raconter. D'accord. Bon, sur le cas européen, effectivement, est-ce qu'on a quand même envie d'être un peu contrariant, de se dire que la dominance des actions américaines, aussi large soit-elle, mérite peut-être un peu de réajustement à un certain stade, Olivier? Ce qui est difficile, et comme le décrivait Damien tout à l'heure, c'est que l'Europe ne fait pas une mauvaise année dans l'ensemble. Enfin, on a 20% sur le DAX au plus haut historique, le MIB va plutôt bien grâce aux banques et aux financières. L'Espagne, ça se comporte bien. Bon, la France, on est au bord d'une situation
inédite depuis plus de 60 ans, mais pourtant on est juste flat sur l'année. Enfin, c'est pas non plus un drame. Donc je trouve que, moi, techniquement, pour revenir sur les actions européennes, je trouve qu'il manque une capitulation d'une manière ou d'une autre. C'est-à-dire que pour l'instant, on l'a pas eu. Si vous regardez les flux dans les fonds européens, alors ETF plus fonds gérés activement, en gros, c'est moins 60 milliards cette année. C'est plus 60 milliards aux États-Unis. D'accord. Et si vous regardez la séquence calendaire de ces sorties de l'Europe, ça ne s'est pas du tout accéléré depuis quelques temps. Hein. C'est comme en début d'année. C'est continu, quoi. C'est continu. D'accord. Et en fait, comme depuis un certain nombre d'années. Donc, toujours pour qu'un marché rebondisse de manière un peu violente et soutenue, il faut qu'il y ait soit une grande annonce politique. Et malheureusement, en Europe, je ne vois pas bien quelle grande annonce, un peu à la Mario Draghi ou autre, pourrait nous soutenir dans un horizon de 6 mois. Donc ça veut dire quoi ? Ça veut dire que malheureusement, il faut peut-être aller un petit peu plus bas avant de rebondir. Après, on sait qu'aux États-Unis... toutes les forces souffrent dans le même sens. Hein, dérégulation, baisse des taxes, énergie pas chère et plus abondante. Je vous rappelle qu'un prix de l'électricité en Europe est 2,5 fois plus cher qu'aux États-Unis. Hein, donc, pour ouvrir une usine de production en Europe, il faut quand même être motivé par rapport au prix relatif. Mais que, globalement... ce qui crée des marchés baissiers aux États-Unis, c'est toujours la même chose, c'est récession ou hausse des taux. Hausse des taux et récession aux États-Unis en 2025, franchement, je ne vois pas d'où ça pourrait venir. Donc, on devrait avoir à nouveau un marché en hausse aux États-Unis en 2025, évidemment, hors événements géopolitiques imprévus. Et puis, l'Europe suivra qu'à un quart. Mais pour que le spread de performance se réduise, soit il faut une annonce politique majeure, soit il faut qu'on passe par un moment... peut-être à cause de la France ou de l'Allemagne, de stress très intense pour qu'on se réintéresse aux sociétés européennes. Et l'idée que Trump pourrait tenter au moins de mettre rapidement fin au conflit avec l'Ukraine, entre la Russie et l'Ukraine. L'armistice, c'est sûr que l'armistice, c'est plutôt une bonne nouvelle. Ouais. Alors moralement peut-être moins, mais en tout cas économiquement et pour les marchés, ce sera une bonne nouvelle, évidemment. Ouais. Ouais. Damien, je reviens sur votre point tout à l'heure. Hein. Vous avez teasé quand même l'idée que c'est peut-être maintenant quand même qu'il faut réfléchir à revenir sur des actions françaises, sur des actions européennes. Alors pourquoi ? C'est quoi le cas d'investissement là qui peut être un peu plus constructif ? Et puis comment on y revient ? C'est-à-dire par quel type de valeur, quel segment ? Qu'est-ce qui peut prétendre à un rebond en Europe sur le plan boursier ? Oui, alors c'est toujours très, très difficile de timer exactement, mais en tout cas dans l'idée, après, effectivement, on pourra parler de catalyseur ou d'absence de catalyseur, mais là, on a plus qu'un consensus sur l'Europe, c'est mort, et les États-Unis, c'est extraordinaire. Alors, on n'est pas en train de dire que la performance boursière des États-Unis l'année prochaine ne va pas être bonne. Ce qu'on est juste en train de dire, c'est qu'il y a peut-être un moment où l'élastique reviendra un peu dans la bonne direction. Alors je sais, les valorisations, c'est devenu un gros mot depuis quelques temps, donc on n'en parle pas beaucoup et on le manie avec une certaine délicatesse. Mais n'empêche que les valorisations européennes par rapport aux US sont extrêmement tendues. Donc, juste en essayant de faire son métier de gérant et en essayant d'analyser quel est le risque et le rendement de chaque classe d'actifs et de chaque zone géographique, on se dit que la zone euro n'est pas si mal placée que ça. Mais qu'est-ce qui paraît excessif dans les valeurs européennes ? Est-ce que du côté des valeurs de croissance, on se dit que oui, il y a des valeurs qui ne sont pas au niveau de la qualité des entreprises qu'on peut avoir ? Est-ce que c'est dans le segment des valeurs décotées, où on se dit que là, il y a de la valeur tellement profonde qu'on peut regarder Effectivement, je comprends. Est-ce qu'on achète le luxe ou l'auto, quoi ? Non, alors, en fait, nous on n'achèterait ni l'un ni l'autre pour l'instant. Ni l'un ni l'autre pour l'instant. Ce qu'on aurait plutôt tendance à acheter dans un premier temps, c'est des valeurs exposées aux États-Unis, des valeurs européennes exposées aux États-Unis, avec éventuellement en plus des actifs aux États-Unis, ce qui leur permettrait d'éviter un peu les problématiques de droits de douane si jamais ils arrivent, et à quel niveau ils arrivent, on ne sait pas. Mais plus elles produisent sur place, mieux c'est, quoi. Oui. Alors là, dans celles qui arrivent en premier, si on pense à chiffre d'affaires et à production aux États-Unis, il y a Stellantis. Bon, est-ce qu'on va acheter du Stellantis tout de suite ? La réponse est non. Mais ça fait partie, en tout cas dans le scope, de celles qui sont le plus présentes aux États-Unis. Mais dans les autres secteurs d'activité, par exemple, et en plus dans des secteurs qui ne sont pas particulièrement cycliques, on trouve quand même la pharma.
qui n'a pas très bien fonctionné cette année. Qui a une grosse part de chiffre d'affaires pour la plupart des gros acteurs européens aux États-Unis. Alors quand je dis une grosse part de chiffre d'affaires, on parle de 40%, 40% voire plus de chiffre d'affaires aux États-Unis, et avec des bases de production et des actifs aux États-Unis qui sont au-dessus de 30%. Donc là, typiquement, vous avez un secteur d'activité qui peut être intéressant. Alors ok, c'est pas sur le papier, c'est pas le plus dynamique de la cote, mais c'est quand même une façon d'acheter un secteur décoté qui s'est pas très bien comporté et avec pas trop de risques liés à Trump. Après, il y a certains acteurs dans la construction, comme CRH, qui sont là aussi très présents aux États-Unis et qui ont des grosses bases d'actifs aux États-Unis. Vous pouvez penser à des sociétés de services comme Publicis, qui ont fait beaucoup d'acquisitions aux États-Unis, donc qui sont très présents. Donc, on en trouve. On cherche l'exposition américaine quand même. Alors, c'est ça le. Si on veut y aller vraiment avec le maximum de prudence, on va chercher l'exposition américaine. Maintenant, je veux aussi rappeler une chose. Alors, c'est pas un catalyseur en tant que tel. Mais on sait très bien aussi que les marchés fonctionnent beaucoup par mouvement et par momentum. Et si jamais, et aujourd'hui sur l'Europe, est-ce qu'il y a encore un vendeur marginal ? C'est pas sûr, parce que les États-Unis sont quand même beaucoup sortis. Enfin, les investisseurs anglo-saxons sont beaucoup sortis. Tout le monde a eu le temps de vendre, oui. Voilà, exactement. Donc il n'y a plus beaucoup de vendeurs marginal. On commence même à voir des stratégistes et des économistes de banques anglo-saxonnes. Oui. Qui disent qu'il faut racheter l'Europe. Donc, c'est pas pour autant que ça marche à tous les coups, mais on a quand même des investisseurs anglo-saxons qui vous disent là, quand même, on est allé un peu loin. Et si jamais l'Europe se met à monter un petit peu ou à surperformer un petit peu, on sait très bien comment ça marche. Une fois que le creux est touché et que ça commence à monter, vous avez plein d'investisseurs qui vont commencer à se dire tiens, oui, peut-être tout le monde court derrière. Tout le monde court derrière. Et à ce moment-là, les bonnes nouvelles arrivent. On les voit pas encore. Mais j'en sais rien. Ça peut être l'Ukraine, ça peut être l'Allemagne, ça peut être une qu'on ne voit pas encore, ça peut être moins de droits de douane, ça peut, j'en sais rien. Mais c'est quand le marché commence à monter que les bonnes nouvelles arrivent. Donc, bon. Les prix font souvent varier le sentiment assez vite. Exactement. Dès que les prix bougent, le sentiment peut varier très vite derrière. Sur l'Europe, donc s'il faut quand même regarder un peu plus l'Europe de près, Andrew, qu'est-ce qui est intéressant en termes de segments de marché, peut-être en termes de marché géographique ? Est-ce qu'il y a des choix à faire ? Et puis sectoriellement, est-ce qu'il y a des secteurs sur lesquels on est plus confortable que sur d'autres, j'imagine ? Je mets ma casquette d'allocateur, d'un passif plutôt obligataire. Aujourd'hui, ce que nous constatons, c'est que le marché de crédit, surtout le high grade européen, est très bon marché, relatif aux États-Unis. Donc le marché de crédit dans l'ensemble est très cher et le positionnement est fort. Par contre, vous avez un marché où, en fait, les corporates, ils ont redressé leur bilan, on est dans une nette amélioration des notations de l'ensemble de l'investment grade en Europe, ce qui est l'opposé aux États-Unis. Donc, avec un écart très important. La qualité du high grade aux États-Unis se dégrade, alors qu'en Europe, c'est une qualité qui... Ça ne s'améliore pas. Il est encore un peu en négatif. Mais ça s'améliore plus en Europe. On est nettement lancé à l'amélioration, avec une duration qui est un petit peu plus courte peut-être en Europe, ce qui fait qu'on aime la thématique pour cette année à venir sur la pontification des courbes. Pour des raisons différentes entre l'Europe et les États-Unis, c'est plutôt ici un BCE qui va être obligé de se lancer et se prononcer plus agressif. Et aux États-Unis, ce qui est quelque chose qui m'a un peu confus ces derniers jours, c'est que les Treasuries US, on est revenu avant les élections, l'hiver avant l'élection. C'est vrai qu'on peut se faire peur avec les élections dans tous les sens, mais ce qu'on constate, c'est qu'à terme, aux États-Unis, il devrait avoir un prime à terme reconstruit plus important. Il est abnormalement bas. Donc, une pontification là-bas aussi, mais je préfère avoir des expositions en relatif sur l'Europe. Le marché dans l'ensemble est trop cher pour être directionnellement très agressif, très mais en relatif, je trouve qu'il y a beaucoup de valeur là. Et la BCE, là, c'est la deuxième fois que vous en parlez, va être obligé d'être plus agressif, c'est-à-dire, c'est quoi ? Qu'est-ce qui va forcer la BCE à être plus agressive ? Le marché attend beaucoup de la Banque Centrale Européenne. Pas tant que ça. Ah bon ? Par rapport au contexte, sauf que si on voit une amélioration nette dans le macro européen, certes, on n'est pas loin pour l'instant de potentiel. Si le potentiel est à 1, c'est peut-être un peu exagéré, je ne sais pas. Mais on attend un petit ralentissement aux États-Unis, donc plutôt vers le potentiel.
je suis pas sûr qu'on va être sauvé par la Chine dans un court les 6 délai. mois qui viennent, ouais. Donc, probablement, ici, on va avoir un peu plus de pression, surtout si le prix de l'énergie continue à être au moins capé. Si c'est pas baissière, c'est pas inflationniste pour l'Europe. Donc, le BCE serait obligé de réagir et c'est ce qu'on attend. On voit ces discours tous les jours entre certaines parties des banques centrales de la zone euro. Ça s'active. On va voir comment Lagarde va trancher, mais j'ai une petite idée. Pour l'instant, il délivre. Ah bah il y aura une baisse de taux le 12 décembre, oui. Oui, mais un peu plus. Ah ouais. Pas là tout de suite, d'accord. Pas là tout de suite. Mais s'il faut aller plus vite, ils seront capables de le faire. Il faut garder un peu les billes pour après, parce qu'on ne sait pas ce qui va être la politique étrangère de président Trump. Il en a fait illusion à pas mal de choses, mais dans la réalité, ça peut être un peu plus compliqué. Donc il faut garder un peu de poudre au frais. Comment vous regardez d'ailleurs les premiers pas de Donald Trump en tant que président élu? Donc il y a eu l'aspect tarifaire qui est arrivé assez vite, Mexique, Canada, Chine 10%. Les pays ciblés, qu'est-ce que ça nous raconte comme histoire de la volonté de Trump, effectivement, de jouer de ses tarifs douaniers pour obtenir le maximum, alors à la fois de ses ennemis, la Chine, mais aussi de ses partenaires les plus proches, que sont le Mexique et le Canada, Olivier. Et à date, toujours pas de nouvelles de tarifs concernant l'Europe, pour l'instant. Si on regarde Trump saison 1, c'était quand même moins violent que ce qu'il avait annoncé. Ouais. Mais quand on regarde l'équipe qu'il y a aujourd'hui, on peut être un petit peu plus nerveux quand même, parce que dans la Trump saison 1 en 2016, il y avait quand même des républicains, entre guillemets, raisonnables dans son équipe. Là, on trouve quelques-uns, mais c'est quand même pas la grande majorité. Ce qui est vrai, c'est que ça a quand même été très discounté par le marché, puisque, vous parliez du Mexique à l'instant, on parle de taxes de 25%. Le peso, il a perdu 26% contre le dollar, donc c'est déjà payé. L'euro vient de perdre, on vient de faire un 11, un 0,5, un 0,4. On a déjà payé les 3/4 de la surtaxe attendue. On le disait tout à l'heure avant l'émission, le seul 10 ans au monde qui a baissé cette année, c'est le 10 ans chinois. Ce qui, quand même, et c'est pareil sur le court terme, n'est pas... ça va mener à une dévaluation du yuan, donc ça va payer une partie de la facture, mais exactement comme en 2016. Si vous regardez, il n'y a pas de doute que la devise sera l'instrument d'ajustement, qu'elle soit pilotée ou qu'elle soit libre sur le marché. Exactement, donc ça ne paiera pas tout, mais ça paiera une partie. Après... à cause ou grâce à l'IRA, il y a quand même pas mal d'entreprises, notamment européennes, qui ont développé des capacités de production aux États-Unis et qui sont quand même moins sensibles aux tarifs qu'avant. Et puis, c'est toujours la même chose. L'excédent commercial européen vis-à-vis des États-Unis, c'est l'Allemagne, globalement. Il n'y a pas... Il y a un peu d'autres pays à gauche, à droite, mais globalement, c'est l'Allemagne. Donc, ils ne se trompent pas quand ils parlent des Mercedes et des BM, quoi. Oui, et taxer le vin et le fromage, oui, si vous voulez, mais ce n'est pas ça qui va vous rembourser. On avait taxé le whisky, c'est ça, je me souviens, il y avait des le Bourbon, sur le Bourbon du Tennessee, le Bourbon du Tennessee. Mais bon, pour cibler les... Ça ne remboursera pas la différence. Ce que je pense quand même, c'est qu'il y a une énorme incertitude. En fait, par rapport à 2016, où on se disait, il ne peut pas faire ça, et de toute façon, il sera un petit peu remis dans l'axe par son équipe, notamment à l'économie et au Trésor. Là, c'est un peu plus délicat. Et puis, il y a quand même le couple un peu bizarre avec Elon Musk, qui fait que pour la Chine, vous savez que la première usine, la plus grosse usine de production de Tesla dans le monde, elle est à Shanghai. Donc, on peut peut-être mettre des taxes sur les importations chinoises aux États-Unis, mais à mon avis, Tesla aura un petit problème en Chine très vite, de conformité, de ce que vous voulez, et qui méritera une sanction. Donc c'est quand même un peu plus ambivalent qu'en 2016, et surtout, je crois que c'est très incertain. C'est-à-dire que ça peut tomber d'un côté ou de l'autre. On a quand même un secrétaire au Trésor qui a l'air... un peu plus, j'allais dire normal, je ne sais pas quelle est la normalité. C'est un gérant de hedge fund, je rappelle. Non, mais c'est la normalité aux États-Unis. C'est quelqu'un de normal. Il a travaillé avec Soros d'ailleurs, donc c'est un peu bizarre de le retrouver dans un... c'est le Trump pragmatique. Voilà, c'est le Trump pragmatique. Donc tout ça donne quand même un équilibre qui n'est pas très stable de mon point de vue. Et après... les tarifs, on sait que sur le moment, ça peut faire plaisir à Trump et à son administration, mais ça ne fera pas plaisir à ses électeurs. Vous connaissez
ces travaux de l'économiste américain dont le nom m'échappe, mais qui dit qu'en gros, les Américains les plus riches vivent en euros, en fait, puisqu'ils achètent des biens de luxe, ils ont des maisons partout, en Toscane, en Sardaigne et au bord du bassin méditerranéen, que l'Américain moyen vit en dollars, mais que l'Américain le plus pauvre, lui, il vit en yuan, puisqu'il achète chez Walmart tous les produits qui arrivent de Chine. Donc, et c'est quand même cet électorat qui a mis au pouvoir nos 2 milliardaires. Et vous croyez au put de Trump, alors? Vous croyez à l'idée du put de Trump, je suis là pour le Dow Jones, votre compte-retraite, le 401K, etc. C'est suffisamment important pour lui pour que... Un peu, parce que d'ailleurs, si vous revisitez toujours la saison 1 de Trump, le moment de nervosité, alors il y a la nuit de l'élection, mais qui est vite... qui est vite effacé, moins 5 plus 5. Et ensuite, c'est le dernier trimestre 2018, mais on peut mettre beaucoup de choses sur le dos de Trump, mais là, je pense que c'était vraiment pas de sa faute, c'était quand même erreur de communication de la Fed. Vous vous souvenez, on perd moins 20 en un trimestre, le jour de Noël ou la veille, finalement, la Fed pivote et dit mais non, en fait... Oui, c'était quand même aussi la pleine guerre commerciale, quoi. 2018-2019, c'était aussi la guerre commerciale de Trump. Ce dernier trimestre, c'est pas un drame, c'est pas un drame, la performance des actifs risqués, au contraire. Bon. Comment on gère les actions américaines là? Parce que tout le monde remarque que c'est cher historiquement, mais que ça peut toujours l'être un peu plus. Vous y avez le point sur la valorisation tout à l'heure, ça marche dans les deux sens, Damien. Et puis est-ce qu'on croit à l'idée d'un put de Trump, quoi? Est-ce qu'effectivement, et j'ai l'impression que c'est quand même un truc un peu qui transparaît, c'est-à-dire Trump peut pas se permettre de voir le Dow Jones se cracher, quoi. En tout cas, c'est un indicateur qu'il a tellement mis en avant. Il expliquait même pendant la campagne, quand le Dow Jones battait déjà des records, que si le Dow Jones battait des records, parce que le marché anticipait son élection. Donc c'était déjà grâce à lui, alors même qu'il n'était absolument pas sûr d'être élu à ce moment-là. Le marché américain, une fois de plus, il n'y a pas de raison qu'il y ait de chute notable. Alors je ne sais pas s'il faut l'appeler le put de Trump mais l'idée quand même derrière, c'est qu'avec Trump au pouvoir, la croissance économique américaine risque de bien se tenir. Après, il faudra toujours regarder l'équilibre entre les taux d'intérêt et voir comment ça tient. Et je pense que ce sera le juge de paix, il sera là. C'est-à-dire, est-ce qu'on peut remettre de l'essence dans le moteur sans que les taux d'intérêt se mettent à monter? Et c'est toujours difficile de prédire à partir de quel taux d'intérêt. Ça devient compliqué pour les marchés. Mais dans la phase de hausse de taux d'intérêt... 5, ça a été une limite pour l'instant. Oui, mais enfin, les marchés américains ne sont pas écroulés pour autant. Donc, est-ce que c'est 4,7, est-ce que c'est 5, j'en sais rien. Mais effectivement, il faudra regarder ce point-là. Et maintenant, il y a aussi une deuxième chose, c'est que même si les small caps et les valeurs en retard ont commencé à bien rebondir depuis l'élection de Trump, je pense que si vous voulez bénéficier d'un mouvement sur le marché américain, il faut sortir des 7 magnifiques. D'accord. C'est-à-dire, il faut aller sur les... Prendre ses bénéfices sur les 7 magnifiques pour réallouer sur d'autres parties du marché américain. Je pense que ça vaut encore le coup, parce que si vous avez effectivement une croissance économique qui tient bien, c'est quand même les plus petites entreprises qui vont commencer à en bénéficier. Et puis, il y a d'autres secteurs. Par exemple, le secteur bancaire aux États-Unis, il n'a pas été extraordinaire depuis quelques années. Et pourtant, s'il y a bien un secteur qui peut bénéficier des régulations, etc. Des régulations, fusion-acquisition, taux d'intérêt, pontification, tout ce que vous voulez, c'est bien le secteur bancaire. Donc, nous, c'est typiquement les deux segments de marché auxquels on s'intéresse aux États-Unis. Alors, on avait déjà des small caps depuis le début de l'année. Mais là, on a rajouté des bancaires au moment de l'élection de Trump. D'accord. Bon, le put de Trump, vous y croyez un peu beaucoup, Andrew? Et puis, comment on gère sur le marché américain aujourd'hui? Donc, vous disiez au début, quand même, on a rééquilibré un petit peu entre l'Europe et les États-Unis, mais évidemment, impossible de ne pas être sur ce marché américain. Et comment est-ce qu'on a envie quelle tendance est-ce qu'on a envie de jouer sur ce marché américain à l'ère ou au retour de Donald Trump? On maintient une perspective positive parce que la croissance est là. Pourquoi les actions, ils ont très bien performé cette année, malgré les périodes haussières des taux? C'est parce que derrière, il n'y a pas de souci sur la croissance. Il y a un moment sur lequel il faut se poser les questions que les taux sont trop élevés. Est-ce que c'est les taux réels à 2,25 ou 2,50? Enfin, depuis 2 ans, on se trompe à chaque fois qu'il y a un niveau et ça s'en sent. Donc, un peu de Trump, je ne suis pas sûr. Parce qu'on n'a pas vu vraiment son programme. Et je te rejoins, c'est que dans l'ensemble, ses choix
sont des réflexions de ses plus fortes convictions qui sont parfois un peu contradictoires. Donc, il va avoir un peu de volatilité. Aujourd'hui, le prix de la volatilité n'est pas cher. Non. Ça, c'est sûr. Même en Europe aussi, il n'y a pas beaucoup de SKU, donc c'est pas très facile d'y entrer. Mais il y a la capacité de prendre un peu de protection. Pour le broadening, l'élargissement, l'élargissement de la hausse. On avait vu ça commencer cet été. Nous y croyons également. On voit sur les perspectives des bénéfices pour l'année prochaine, l'écart entre les 7 et le reste, ça se réduit, redresse. ça se résorbe. Et donc, ça devrait donner un coup de pouce pour ces valeurs qui n'ont pas performé depuis 2 ans. Non. Et donc, dans le même esprit, c'est bon, ça c'est plutôt bon pour l'Europe. Les actions US ou les actions européennes qui sont exposées aux US, ça donne un peu de confort dans le choix. Mais le pot de Trump, c'est un peu trop tôt à dire. C'est trop tôt pour, d'accord, Oui. pour en parler. On verra avec son programme et ce qu'il arrive. Parce que le Sénat, les sénateurs qui doivent voter une grosse partie de ces réformes, ils ont leurs soucis domestiques, ils ont leurs soucis à la maison, dans leur circonscription. Ils n'ont pas exactement le même objectif que... Donc il y aura des résistances au sein du Parti républicain. Alors qu'on voit Trump ayant tous les pouvoirs aujourd'hui, le Congrès, la Cour suprême, etc. L'expérience du premier mandat qui fait qu'il va vite, qu'il nomme des personnes les plus loyales à défaut d'être compétentes. Vous dites qu'il y aura quand même dans le vieux Parti républicain des gens qui vont essayer de cadrer ça. Ou en tout cas... eux, ils sont tous partis. Alors, je commence des années, eux, ils sont éradiqués du parti. Il n'y a plus de parti vieux républicain. Ça n'existe plus. Par contre, il y a des sénateurs qui ont leurs intérêts. Localement, des intérêts. Localement. Donc c'est quoi vis-à-vis de la frontière avec le Mexique, vis-à-vis des plans de déploiement de l'IRA, etc. D'accord. Et donc, et les subventions. Parce et les subventions, on va avoir plus de subventions. On verra ça. Parce que c'est pas vraiment l'État le plus libre en termes de politique de commercial. Donc, et Trump, Trump, c'est important pour lui dans le sens où il peut très bien se dire que ce sera son seul mandat, enfin son deuxième mandat non consécutif, qu'il n'y en aura pas d'autre, et qu'il a au moins jusqu'au mid-term pour faire les choses. Ils vont arriver assez vite. Oui. Donc oui, il a l'intérêt d'aller vite, mais on verra dans quelle mesure il réussit à faire élire, ou faire nominer tous ceux qu'il a déjà choisis. Ah oui, il y en a déjà qui sont partis d'eux-mêmes. Donc, oui, ça c'est normal. Il y en a qui n'ont pas attendu le Sénat pour quitter le poste pour lequel ils avaient été nommés. D'accord, bon, on y verra plus clair donc le 20 janvier. Je voulais qu'on dise un mot peut-être de l'automobile, on l'a évoqué, mais sur le cas Stellantis, je ne sais pas, messieurs, Olivier, Damien, comment vous avez regardé. Moi, ce qui m'a frappé, c'est la vitesse de retournement, en fait. On sait que c'est des marchés cycliques, etc. Mais c'est vrai que là, Stellantis était la star du CAC, je le rappelle, sur le premier trimestre 2024, quoi. Je crois que c'est que tout le secteur, on voit sur les équipementiers aujourd'hui qu'il y a aussi des annonces et beaucoup de volatilité. Je pense que tout le secteur est un peu en doute existentiel sur ce qu'il faut faire d'ici 2035. Et c'est quoi les idées derrière ? Est-ce que c'est fusion, acquisition, M&A dans tous les sens pour essayer de tenir face à la concurrence chinoise, d'abaisser les coûts au maximum en essayant de grossir toujours plus ? Ça, c'est un peu l'idée Tavares, ou est-ce qu'il y a d'autres options pour... dans le cas de Stellantis, on existentiel, quoi. Ça a marché au début, puis très vite, ça ne fonctionne plus. Alors, quand on regarde la marge finalement de Stellantis aujourd'hui, elle est bien plus faible qu'avant, mais que si vous regardez la moyenne des 20 dernières années, elle est largement au-dessus. Là, il vise 5,5%, mais c'est extraordinaire par rapport au cycle précédent. Non, mais bien sûr. Ça brûle du cash, puis il y a quand même un stock de cash qui est pas nul. Je pense que c'est plus, là encore, un problème d'horizon du secteur plus général. Est-ce qu'il faut miser sur le 100% électrique ? Est-ce qu'il faut garder un peu d'hybride ? Et en fait, quand vous êtes... patron de telles entreprises avec des investissements sur des cycles tellement longs, c'est quand même très compliqué. Et là encore, une fois de plus, c'est l'Europe qui s'est elle-même tiré une balle dans le pied qu'on ne lui demandait pas. Quand vous regardez les constructeurs de voitures électriques en Chine, il y en a plus de 30 des constructeurs de voitures électriques. Et qui ont tous des modèles qui sont tout à fait au niveau des standards européens. Donc...
D'abord, ça va se concentrer en Chine, je pense, dans un premier temps, surtout si les marchés européens se ferment. Et ensuite, est-ce que grossir dans une incertitude sur la trajectoire technologique de votre métier est une solution? Je ne suis pas absolument certain. Donc je pense qu'avoir des offres plus ciblées, c'est peut-être plus ça l'avenir. Je voulais peut-être juste revenir sur les actions américaines et sur les Mag 7. Ce qui est quand même particulier cette année, c'est que la progression du S&P est due essentiellement au Mag 7, on le sait tous, mais que la progression des Mag 7, c'est pas de l'extension de PE pour l'essentiel. Non. C'est 90% de croissance bénéficiaire, enfin 85%. Donc c'est quand même un peu particulier. Et si on fait encore 2 années comme ça, finalement, ça finira par revenir sur les PE historiques. C'est un analyse qui me montrait qu'à la veille de chaque publication trimestrielle, Nvidia, du fait de l'ajustement des perspectives bénéficiaires par les analystes, revient à 35 de PE, qui est son PE historique sur 10 ans. Après, entre 2 trimestres, ça peut varier très fort, mais la veille des publications, Nvidia est toujours à 35 de PE. Bon, on s'arrêtera là pour ce soir. Merci beaucoup, messieurs. Merci d'avoir été les invités de Planète Marché. Olivier de Béranger, la financière de l'Échiquier, Damien Charlet, Mandarin Gestion, Andrew Etherington, AXA IM étaient nos invités ce soir en plateau.